Alors, là maintenant, on va parler plus des projets. Des projets et des choses qui, en fin de compte, n'ont pas été réalisées. Alors, je présente sous cette rubrique un choix de quelques projets et maquettes répartis sur une trentaine d'années, peut-être un peu plus même. Cela concerne des sculptures en hommage à un personnage, des installations sur des ronds-points ou des lieux publics, ainsi que des projets de sculptures monumentales flottant sur un lac. La ville, les parcs et même le paysage peuvent être investis par l'imagination jusqu'à la démesure. Vous verrez pourquoi après. Ces projets n'ont pas tous abouti pour de multiples raisons et aléas, mais cela fait partie du parcours de tous les artistes. Alors, la première que je vous présente, c'est l'hommage à Bernard Lazare, qui avait été demandé par la mairie de Nîmes. Il y avait eu un concours. Il y avait 5 ou 6 artistes qui étaient pressentis. Et le problème, c'est que j'étais le seul à répondre. Et donc, le concours a été déclaré comme nul. Et rien n'a été fait. Mais, si vous voulez, c'était prévu en bout de la rue Saint-Dominique, juste en face du jardin de la Fontaine, avec le jet d'eau du rond-point de la Fontaine. L'endroit était assez intéressant parce qu'il y avait des grands arbres et ça permettait de faire... et moi, j'avais une idée de faire quelque chose sur la liberté. Peut-être pour les personnes qui ne savent pas qui est Bernard Lazare, c'était la première personne qui a défendu le capitaine Dreyfus au moment où il y a eu où il a été traîné en justice. Vous voyez, donc j'avais une forme assez vivante, j'aurais bien aimé la faire, celle-là, honnêtement. Voilà, autre projet, beaucoup plus tardif, ça date de 1994. C'était à la demande du nouveau directeur du barreau de Languedoc, un directeur qui a demandé à son directeur de communication, qui était à ce moment-là Jean-Claude Salmeron, que je connaissais bien puisqu'il s'occupait de la galerie de la Salamandre. Et il avait dit, oui, il faut quelque chose devant les bureaux parce qu'il faut qu'on puisse accueillir les gens d'une façon correcte et il faut que ça symbolise notre activité. Alors, j'ai travaillé dessus, donc j'ai pensé à faire des éléments de béton coloré avec à l'intérieur des galettes costières coulées, et puis après les éléments allaient être ressablés pour ressortir les galets. Et il y avait 3 vasques en acier galvanisé avec des jets d'eau à l'intérieur, ça au milieu d'un bassin. Et je pense qu'on a peut-être été un peu trop vite en besogne et le directeur n'a pas donné suite. Il m'a payé mon étude et on n'en a plus parlé. Alors voilà les différentes vues de la maquette. Et donc, chaque vasque allait avoir plusieurs écoulements d'eau, surtout à l'intérieur. Enfin, il y avait un génie hydraulique assez intéressant à prévoir, là. Alors, autre projet, pas du tout dans le même coin, puisque c'est en Seine-Maritime. J'avais été contacté par une association qui s'appelait Elementa et qui s'occupait un petit peu de promouvoir le travail de forge, de mettre en lumière des matériaux comme le fer pur, enfin, etc.
une association, disons, assez dynamique, mais peut-être un peu jeune dans son fonctionnement. Et il m'avait demandé donc de prévoir un aménagement de rond-point autoroutier, enfin à l'entrée d'une autoroute qui passait par là, et de prévoir quelque chose. Et ce qui m'avait intéressé, c'était dans la discussion avec la présidente de cette association, elle m'avait dit, bon, ça va être au milieu des champs, et quand les tracteurs tirent leur charrue à 4 socs, derrière, il y a un vol de mouettes qui vont plonger dans les sillons nouvellement ouverts pour aller manger. Et j'ai eu l'idée de 2 éléments, c'est-à-dire une tour des mouettes, qu'on voit ici, bon là on la voit de dessus, qui montait à peu près une quinzaine de mètres de haut, et là encore, voilà, on la voit, bon, on voit le personnage là, et d'énormes socs de charrue qui faisaient plus de 4 mètres de long. Et l'idée, c'était que tout ce travail se ferait en stage de perfectionnement, puisque 2 ou 3 fois par an, il voulait organiser des stages, des rencontres de forge qui permettaient de faire des stages où les jeunes se seraient mis à plusieurs pour faire les mouettes, et après les auraient posées sur le pylône. Alors enfin non, c'est pas le dernier, ça. Là, vous avez un projet de nouveau pour le parc Jean Glaise à Saint-Pons-de-Thomières. C'est le dernier projet que j'ai fait pour ce monsieur, parce que il est décédé brutalement juste après. Il faut dire qu'il avait plus de 90 ans, mais il voulait que je symbolise les pouvoirs. Alors au début, il m'avait dit, bon, il faut les pouvoirs traditionnels. Et puis, en discutant avec un professeur de droit qui m'a dit, mais en fin de compte, il y a d'autres pouvoirs, dont les médias. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait ce projet sur les 5 pouvoirs. Alors là, bon, c'est une simple maquette en carton, puisqu'on était juste à la première idée, et la chose est restée dans l'état, bien sûr. Autre projet qui était assez important, le Conseil général de la Marne avait essayé de forcer la main, sans doute au gouvernement de l'époque, au sujet d'un aéroport de fret à côté de Chalon-sur-Marne, à Vatry. Et c'était une ancienne base américaine, donc avec une piste très longue qui permettait vraiment l'atterrissage et le décollage des gros porteurs. Et donc il y a eu un concours pour ce rond-point. Et donc moi j'ai prévu quelque chose d'assez monumental, parce que ça faisait quand même 22 mètres de haut, avec, vous voyez, des poutrelles ajourées, avec beaucoup de câbles. Et c'était un boulot assez intéressant, mais il y a eu le concours. On a été un certain nombre à répondre. Je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas assisté à la délibération. Et ben rien ne s'est fait. Parce que l'aéroport de Vatry n'a pas été choisi comme troisième aéroport de la région parisienne. Et les choses sont restées en l'état.
Oui. Alors donc, mais disons que moi, ça m'a vraiment intéressé de travailler sur ce projet parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à calculer et à brasser. Enfin, c'était bien. Bon, la dernière chose, là, c'est un projet sur le lac du Salagou. C'était sur l'initiative du Conseil général de l'Hérault et du responsable de l'ODAC, Henri Carterade, qui, faut dire, habite à Octon, juste à côté. Et c'est vrai que ce lac du Salagou, c'est un coin assez extraordinaire parce que c'est une zone où il y a eu une activité volcanique. Il y a eu des terres, comme vous avez là au premier plan, qu'on appelle des rufes, qui sont des terres qui ont été chauffées, qui sont rouges, brunes, et des endroits où il y a des coulées basaltiques. Et le lac, c'est un lac artificiel, c'est un lac de retenue, et ça a complètement changé le paysage. Vous avez à gauche là, la découpe du lac, et Henri Carterade m'avait demandé si je voulais éventuellement intervenir dans le coin, et on est parti, voilà, de nouveau des vues du lac. Là, sur l'image du haut, vous avez le petit hameau de Selle qui, normalement, aurait dû se trouver sous les eaux. Mais l'eau n'est jamais montée jusque-là. Alors, j'ai repris l'idée des 4 éléments, et puisque quand même le lieu s'y prêtait assez bien, et j'ai eu idée de faire des sculptures qui reposaient sur des structures flottantes, mais immergées, de manière à ce que n'apparaisse que la sculpture elle-même. Et là, on avait un ensemble d'éléments en cortène, avec des éléments d'orgue basaltique qui étaient coincés dedans, et de la végétation. Donc, il fallait éventuellement arroser un peu les choses. Et j'ai mis des planches à voile pour montrer l'importance un petit peu des choses. Hein. C'était quand même assez impressionnant, quoi. Tout du moins dans l'idée de la réalisation. Là, la porte de l'air. Et donc, c'était des structures acier recouvertes de tôle aluminium. Et aussi une chose qui m'a semblé très intéressante, parce qu'il y avait un architecte, je ne me souviens plus de son nom, et j'aurais dû le rechercher, qui avait combiné des structures autotendantes, c'est-à-dire que les barres étaient en compression et tout ce qui était en tension, c'était des câbles. Et ce qui fait que les barres ne se touchaient pas entre elles, mais c'était les câbles qui permettaient que l'ensemble se tienne. Voilà la porte de l'eau. Là, c'était de l'inox, du verre et aussi du génie hydraulique. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui coulait un peu partout. Et ça aussi, c'était assez grand, quoi. Ça a monté à 9 mètres à peu près de haut. Et la porte du feu. Et alors là, on a des tubes inox. Là, j'avais fait un peu fort parce que dans la partie haute, j'avais prévu des capteurs photovoltaïques et des flashs électroniques qui, une fois qu'ils étaient chargés, balançaient régulièrement des coups de flash électroniques. Et le matin et le soir, il y avait une flamme de gaz qui, pendant, mettons, 10 minutes,
crachait une flamme de gaz. On avait prévu un brûleur de montgolfière pour que ça fasse une flamme au moment disons, du matin et de la tombée de la nuit, quoi. Là, on finit les projets. Bon, maintenant, on va toucher, disons, on va sortir un tout petit peu des sculptures urbaines pour rentrer, disons, dans mes œuvres qui sont un petit peu plus personnelles, mais qui sont assez grandes pour être quand même en extérieur. Bon, ce dernier volet de mon travail rentre de plein pied dans la création au vrai sens du terme. La création libre et sans contrainte. Seule l'imagination est au pouvoir. Par goût, j'ai toujours aimé me confronter aux grandes œuvres. Mon environnement naturel, la Garenne nîmoise, et la place dont je dispose dans et autour de mon atelier incite à la démesure. J'aime bien avoir beaucoup de matériaux divers à assembler, pierre, bois, textile, os, verre, etc. Et bien sûr, la ferraille, entre guillemets, bien sûr. La complexité de présentation de ces œuvres, leur transport, leur mise en place demande beaucoup d'efforts et de main-d'œuvre. Alors ça, c'est disons que c'est le prémisse de la Marianne de Bédarieux. Là, j'ai travaillé avec du tube que j'ai déformé, de la tôle. Et là, c'est une pièce qui est métallisée au zinc et qui se patine toute seule, quoi. C'est une collection particulière, ça. Là, c'était encore sur mon terrain à ce moment-là, quoi. Là, autre sculpture, le Rebelle. Là, pareil, j'ai du mélange de matériaux. Là, c'est un matin où il y avait du givre. Et le givre s'était déposé un peu sur toutes les arêtes du métal. Et c'était assez extraordinaire. Voilà, différentes vues de la chose. La tête de taureau, alors ça a été en 83, au moment d'une feria, dans la galerie Art Vivant qui était dans la rue Fresque. Et il y avait des projets d'affiches qui avaient été faits comme ça par différents artistes. Et j'avais dit, tiens, moi je vais faire quelque chose, je vais faire une tête de taureau. Et donc, ça avait été très vite fait, en quelques jours. Et elle a été achetée par, après, l'Office départemental du tourisme. Alors bon, c'était une pièce assez enlevée. Et là, elle était en exposition. J'avais fait une exposition à la chapelle romane de Balazuc et je l'avais installée comme ça au-dessus dans le cœur de la chapelle. Ça n'avait pas plu à tout le monde d'ailleurs. Donc il y a aussi, là vous allez voir quelques œuvres avec des taureaux parce que je ne peux pas vous le cacher, mais j'aime bien les taureaux. Là c'est un taureau qui est grandeur nature. Et là, il est photographié dans les arènes. On l'avait mis en place là, pour faire des photos. On avait eu l'autorisation. Et c'était en 1984 et j'avais 40 ans, quoi. Alors voilà, c'est de la tôle de 4, 5 mm, 8 mm aussi pour la structure. Et ça s'est fait assez vite parce que je l'ai fait grosso modo en 2 mois de temps. Alors là, c'est chez la personne qui l'a acheté après. Là, ça a été métallisé et peint. Hein,
Alors, vous voyez qu'il n'est pas si méchant que ça, parce qu'il y a un petit rouge-gorge qui est venu se poser sur ses cornes. Alors, autre taureau, j'ai repris un petit peu le mythe de Mitra, qui est le taureau nourricier, quoi. C'est le taureau qu'on offre en sacrifice. Et là, il ne reste que la peau qu'on a mis à sécher, en fin de compte, sur des pics. Alors, c'est de la tôle de 6 mm qui a été forgée, donc, et puis assemblée avec des liens. Et la première exposition, ça a été pour l'exposition Taureau d'art en 97 au Château d'Eau à Montpellier. Mais là, la photo a été prise à Béziers, au Moulin de Bagnoles. Et là, c'est à sa place définitive, donc chez le client qui me l'a acheté. Vous voyez, alors c'est une peau, et puis j'ai imaginé qu'il restait juste que la mâchoire qui lui donnait encore un peu figure, on ne va pas dire figure humaine, mais figure de taureau, quoi. Là, c'était pendant la réalisation, sur ma dalle d'atelier, donc avec le portique et tout ça. Parce que, étant donné que je travaille seul, il faut que je puisse avoir des palans pour bouger tout ça. Et là, il est sur le départ. Vous voyez, là, il partait en exposition, quoi. Voilà encore un détail. Alors les bois, c'est du cyprès peint en rouge. Et vous voyez les liens qui tiennent les différents morceaux de métal. Autre sculpture, c'est une 9 armures, en fin de compte, en acier inox forgé. Et il y a du buis aussi. Ça fait sur un carré de 3 mètres sur 3. La première exposition, ça a été pour l'exposition Cour Barbare à Pézenas, dans la cour des prisons. Et ça, c'est une présentation à Bruxelles, dans un bassin. Vous voyez, chaque œuvre disons, armure est différente. Et le terme de champ clos, j'ai repris le lieu où il y avait des tournois. Là, c'est à Vaison-la-Romaine, dans les ruines romaines. Et là, c'est au château de Bosc en 2009. Quand j'ai fait une exposition là-bas, j'avais une 25 pièces, je crois. Alors, autre sculpture comme ça de plein air, c'est une sculpture que j'avais faite pour une exposition au Château Royal de Collioure. Alors, vous allez avoir 3 pièces. Voilà, là, il est chez celui qui l'a acheté, mon client. Voilà une autre sculpture sur le même principe. Si vous voulez, j'avais trouvé sur mon terrain une vertèbre de bœuf qui avait servi parce que en garrigue, il y en a plus maintenant parce que je pense que ça a passé un peu de mode. Il y avait des chasseurs de tourdres l'hiver et ils faisaient les affûts et pour
tenir les chiens tranquilles, il leur donnait des os à ronger. Ce qui fait que les chiens restaient là, et quand le maître avait tiré un tourdre, le chien partait chercher le tourdre. Et donc, assez régulièrement sur le terrain, j'ai trouvé des os, et cette demi-vertèbre m'a permis de créer, d'imaginer un petit peu ces sculptures. Évidemment, c'est nettement plus gros que la vertèbre d'origine, surtout si vous voyez le personnage à côté. Ça aussi, c'est pareil. J'ai imaginé un peu ces pièces. Alors, autre facette de mon travail, là, c'était pour le Festival d'art contemporain dans la mer des Rochers, et c'était à Sauve. Et j'ai imaginé 2 pièces qui étaient venues comme se poser sur les rochers, sur des pitons comme ça dans la mer des Rochers. Alors, faut vous dire que quand même, il y a 800 mètres à pied pour amener les différents éléments. Et puis, il a fallu... Enfin, ça a été un gros travail de manutention, là. Et c'était une période où j'aimais bien les écrans de télévision, comme vous pouvez voir. Alors là, on passait dessous cette sculpture. Alors c'est vrai que dessous, c'était un peu... ça ne donnait pas trop envie d'y rester. Et la deuxième, c'était celle-là, qui était juste à côté. Et c'était un petit peu comme quelque chose qui était tombé de l'espace et qui s'était planté dans ce trou de rocher. Là, ça faisait grosso modo 6 mètres de... il y avait des câbles, de l'alsuglas, enfin bon... on est sur les sculptures à thème. Là, il y a très peu de sculptures qui aillent en plein air, si vous voulez. C'est plutôt des petites pièces, mais je me suis toujours intéressé à la mythologie, et pour moi, les textes ou les récits mythologiques sont tellement enracinés dans les civilisations qu'elles sont complètement intemporelles. Et j'aime bien imaginer des œuvres qui fassent référence aux mythologies, et j'aime bien les confronter un petit peu avec le présent. Et j'essaye aussi d'y trouver un petit peu d'humour, quoi. Alors là, vous avez donc différentes pièces. Il y a beaucoup d'assemblages, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'orige, là, vous avez un morceau de charrette, vous avez de la tôle forgée, vous avez en haut une racine de buis qui a poussé sur une dalle de pierre. En suivant l'Avatar 8, vous avez une racine de, si je me souviens bien, ça devait être un troène, de l'inox forgé, du bois. Le dernier, enfin là, c'est l'Avatar 9, c'est pareil, c'est encore autre chose. Alors, l'histoire des avatars, c'est... j'ai imaginé que, en prenant le thème des avatars de Vishnu, là, pour moi, c'était le cerveau qui, d'un seul coup, se transformait en différentes choses. Là, donc, un coup, c'était la racine. Après, là, c'était un morceau de gypse. Pour certaines autres, les avatars, je crois qu'il y en a 14. Le dernier, ce sont des balles de ping-pong. Mais il y a eu du plomb, il y a eu... Enfin, voilà, je me suis bien amusé.
Là, on rentre dans le cycle des cyclopes. À gauche, vous avez le berger, où il y a du chêne vert, du bronze forgé, de la tôle. Et à droite, c'est une pièce qui est assez grande, qui fait 4,50 m de haut, qui avait été présentée à la chapelle des Jésuites en 2011. Ça, c'est mon invention, et j'en suis fier. Ce sont des têtes de taureau cyclopes. Et au milieu, vous avez une souche d'olivier qui est peinte en rouge et des morceaux de tapis kurde qui sont accrochés avec. Là, vous avez encore un cyclope avec Enigma. Donc, tôle d'acier forgé, bronze forgé, et puis gneiss, qui est une sorte de granit, quoi. Le Chronos à côté. Alors, Chronos, c'est... comment dire ça disons d'une manière élégante. C'est un fils de Gaïa qui a coupé les attributs de son père Ouranos d'un coup de couteau, sur les demandes de sa mère d'ailleurs. Donc, voilà. Voilà, différentes aussi. Je veux dire, je me suis, à chaque fois, j'essaye de trouver des idées, et puis surtout, c'est dans la réalisation que c'est assez amusant aussi, quoi. Là, pour Hypnos, vous avez de la lave, du granit, de la tôle forgée et patinée, et ce qu'on appelle des joncs d'Amérique. C'est un jonc qui sert à faire les cannes de compagnon. Et ça, j'ai pas détruit les cannes de compagnon pour ça, mais c'était des joncs qui étaient déformés et donc qui étaient impropres à la réalisation de cannes de compagnon. Donc je les ai récupérés et j'en ai fait des choses, quoi. Là, vous avez une Bénuse. Alors toujours pareil, personnage mythologique. Et il y a quelques années, il y avait eu une exposition à la Galerie des Arènes, ce qui s'intitulait Némosus. Et donc j'avais imaginé cette espèce de personnage mi-personnage de Star Wars et que j'avais appelé Proto-Nemo, parce qu'en même temps, Nemo, c'est le nom du capitaine du Nautilus, etc. Voilà, j'avais fait un amalgame un petit peu de tout ça, et le miroir qui est en bas permettait de voir l'intérieur de la sculpture. Voilà. Là, toujours dans la mythologie, Eros et Thanatos. Et voilà, là, on revient au taureau, et c'est une sculpture que j'avais appelée Minos Palace Hotel, pour un petit peu paraphraser un peu le titre d'un film d'Enki Bilal qui s'appelait Bunker Palace Hotel. Voilà. Merci. Je pense que j'ai été... bon, ça a été un peu rapide, mais je peux essayer de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Serge. Voilà, il faut savoir que c'est une toute petite partie de l'œuvre de Serge Marchal, donc c'est vraiment impressionnant.
Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est quand on explique qu'effectivement, on a quelques minutes simplement pour donner la forme. Et donc, tout le travail préalable de recherche, vous savez précisément ce que vous allez faire. Chaque fois, il y a des dessins, des... Alors, oui, chaque fois, il y a dessins. Alors, des tas de dessins, souvent des maquettes. Mais la maquette, ça a deux rôles principaux. C'est d'une part de permettre à celui qui commande une œuvre de voir ce qu'il va avoir, et c'est beaucoup plus parlant que différents dessins. Et aussi, d'une façon tout à fait pratique, cette maquette, moi, me permet de découper, surtout quand c'est de la tôle, de découper des morceaux de tôle. Je fais un peu comme une couturière, je fais des patrons en papier, je découpe mes tôles et après, je les mets en forme. Parce que ce serait très embêtant qu'il me manque de la matière pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et si j'en ai trop, eh bien, d'abord, je vais avoir plus de poids pour travailler, et en plus, ça va me gêner pour la mise en forme. Donc, la maquette est absolument nécessaire pour le déroulement de la réalisation d'une pièce, quoi. Voilà, c'est tout cela qu'on ne voit pas, effectivement. Là, on voit les œuvres terminées. Mais chacun, faut bien avoir ses petits secrets. Ah oui. Et même souvent, je vais les ramasser moi-même. Non, bon, le métal, il vient admettons, de chez Borès, des fois, et puis des fois, je vais le récupérer dans des casses selon ce que j'ai besoin, quoi. Il y avait des endroits où on pouvait trouver du fer d'occasion. Même des fois, je récupère, par exemple, des vieux chauffe-eau, parce que, si vous voulez, l'intérieur du chauffe-eau, quand il est très vieux, il a été rongé par le calcaire. Et ça me donne une peau très intéressante pour avoir un aspect de surface que je ne pourrais pas avoir autrement, quoi. Les enjeux de l'insertion de la sculpture dans la création de la ville contemporaine. J'ai longtemps travaillé, moi, avec des sculptures dans les années 80, au moment où on parlait de ville nouvelle, où l'enjeu de l'insertion des arts plastiques dans la cité était un enjeu de réflexion entre architectes, sculpteurs et plasticiens. J'ai l'impression que depuis maintenant un certain temps, cet enjeu fondamental de la place de l'art dans la cité en lien avec la population active ne fait plus l'objet de débats publics vivants, stimulants. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, et avec un regret. Moi, je suis un professionnel de la politique de la ville. Il y a eu un moment où on parlait de la requalification des quartiers, où l'art était un enjeu d'action culturelle qui permettait d'impliquer habitants, population. Actuellement, dans les enjeux de la politique de la ville, l'action culturelle a disparu, plus ou moins, et on nous parle de sécurité, de prévention de la délinquance, et il n'y a plus cette dynamique créative. Alors j'aimerais avoir votre sentiment sur la position de l'artiste dans cet enjeu que je trouve de civilisation et qui fait défaut dans le débat actuel. C'est vrai que la période faste qui a été très intéressante, c'est à partir des années 70, même début des années 60, ça a été, on va dire, ça a été très bien pendant les 30 Glorieuses. Après, on va dire que d'abord, je pense que toutes les villes nouvelles ont été construites. Les expériences qui ont pu être faites d'une façon vraiment productive entre les architectes, les urbanistes, les artistes et surtout les décideurs, à ce moment-là, peut-être qu'il fallait faire passer la pilule des grands ensembles. Et c'est vrai les artistes étaient un petit peu les faire-valoir de cette chose-là. Mais ça a permis
à nombre d'artistes de faire des œuvres importantes, de grande taille, sans que... enfin, je veux dire, il y a des dizaines d'artistes qui ont eu vraiment du travail à ce moment-là. Maintenant, on peut dire que tout ça est passé aux oubliettes. Nos décideurs sont maintenant des comptables. Et ben, on a une société de comptables. C'est vrai qu'à Nîmes, il y avait eu, à l'époque où Jean Bousquet était maire, un parcours de découverte artistique avec des œuvres comme celles qui subsistent dans la cour de l'hôtel de ville, qui avaient été mises en place. Voilà, bon, mais c'était une autre époque, effectivement. Bien sûr. Oui, oui. Oui, mais ça, c'est... mais je pense que ça m'étonnerait que ça revienne de sitôt, parce que... Moi, je m'occupais de cela dans la ville nouvelle du Vaudreuil, en Normandie, et j'ai travaillé beaucoup dans les années 76-80 à l'insertion des arts dans la cité. Et il y a eu notamment une exposition internationale de sculpture que vous avez peut-être connue à l'époque, c'était Jean Zabukovec qui était... Bon, avec un symposium sur place, et j'ai été invité il y a 10 jours à Val-de-Reuil, parce que la ville a décidé de réfléchir son paysage et ses œuvres d'art qui sont sur place, et j'ai donc eu l'occasion, à leur demande, de venir commenter ces œuvres sur place. Ce qui fait défaut, c'est simplement maintenant le relationnel avec la population. Mais je crois que c'est vital dans les enjeux de conception de la cité d'après, mais il faut que l'ensemble des corps de métier, qu'ils soient enseignants, animateurs, artistes et habitants, réfléchissent à cet enjeu qui est vital. Mais certaines villes recommencent à y réfléchir. Donc par rapport à l'avenir, je pense que c'est un débat citoyen qu'il conviendrait d'avoir. Et regardez les campagnes municipales actuelles. J'ai cherché, moi, désespérément, l'enjeu de l'action de l'art dans la cité. J'ai rien trouvé. On me parle de sécurité et de prévention de la délinquance, mais pas d'art contemporain et de devenir créatif. Je pense qu'il y a une politique culturelle qui est plus basée à l'heure actuelle sur le marché de l'art que sur les artistes eux-mêmes. Les artistes n'ont réellement de la valeur que s'ils se retrouvent sur le marché de l'art. Tous les gens qui œuvrent d'une façon, on va dire, peut-être un peu artisanale, et qui essayent de répondre aux demandes de gens de leur coin, ceux-là n'ont pas le droit de citer, à l'heure actuelle. Et je pense en ce moment que je ne vois pas un maire qui va venir voir un artiste qu'il connaît personnellement pour lui demander d'intervenir dans un lieu particulier. En ce moment, ça n'existe plus. Ou de temps en temps, enfin, quand il y en a un, et celui-là, il faut le mettre sous cloche ou il faut l'embaumer, quoi. Donc, Michel Vienne, je suis architecte et je m'occupe d'une association qui a pour thématique l'architecture, le territoire et le paysage. Et nous nous occupons pour l'instant de promouvoir l'idée de l'art dans la cité, l'art dans l'espace public, et de développer deux approches. D'abord, des installations éphémères, vous en avez montré à certains moments, et de faire surtout appel aussi à des équipes pluridisciplinaires reprenant des architectes, des designers, donc avoir un ensemble d'artistes qui ont trait aux arts visuels, mais aussi à d'autres disciplines artistiques. Et nous venons de mettre en place un projet avec la Fondation de France et la région du Languedoc-Roussillon pour inviter des artistes, de jeunes artistes français dans le cadre d'un atelier, d'un workshop qui aura lieu à Casablanca. Et donc je voulais dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement des possibilités de nouvelles interventions, enfin de nouvelles approches pour des interventions dans la cité. Et j'ai pu découvrir une œuvre assez colossale dans la présentation que vous avez faite ici. C'est un travail
j'imagine, d'une trentaine d'années et qui Oui, est oui, à assez peu près. Oui, important. Et je crois que pour encadrer, si vous voulez, ces actions dans la cité, dans la ville, il est important que des artistes expérimentés puissent venir organiser soit des conférences ou des ateliers avec de jeunes artistes. C'est la notion d'expérimentation qui nous intéresse plus particulièrement. En tout cas, merci de la présentation de vos œuvres et de ces réalisations qui utilisent des matériaux divers aussi. C'est ça qui oui, bien sûr. Mais si vous voulez, la base quand même de ma réflexion et de mon travail, c'est quand même le métal, quoi. Même si je mélange volontiers d'autres matériaux avec, ça fait partie de ma... Alors, une des thématiques qui m'a fort intéressé, c'est la thématique de l'imaginaire, la question de l'approche de l'imaginaire et donc de la traduire dans l'œuvre artistique et dans la cité. Bien, merci. Merci beaucoup, Serge. Merci.